En 2026, le phénomène des disparus continue de poser de profonds défis aux familles, aux communautés et aux forces de l'ordre. Chaque cas porte une nouvelle histoire non résolue, marquée par l'incertitude, le chagrin et la quête incessante de réponses. Numéro 10. Lynette Hooker, âgée de 55 ans, était décrite comme une personne qui avançait dans la vie en ayant trouvé son rythme, son but, et qui profitait simplement de la vie. Lynette était née pour être sur l'eau, une navigatrice dont l'esprit s'éveillait dès que le bateau touchait les vagues. Ses proches la décrivaient comme ayant un esprit aventureux qui rayonnait et illuminait tous ceux qui l'entouraient. Ils disaient qu'elle flottait parmi les lamantins, nageait avec les tortues de mer et poursuivait l'horizon sur son voilier. C'était son élément, un endroit où elle était heureuse, comme l'appelait Lynette. L'aventurière documentait ses voyages, partageant vidéo après vidéo sur son profil Instagram, et elle capturait ses expériences uniques, le soleil dans le dos et un rire qui résonne encore aujourd'hui. Presque toujours à ses côtés se trouvait Brian Hooker, son mari depuis 25 ans. Ensemble, le couple avait construit toute une vie à bord du Soulmate, affrontant les tempêtes et chevauchant les vagues côte à côte. Brian figure souvent dans les publications joyeuses de Lynette, le visage rougi par le soleil et souriant. Plus d'1 mois auparavant, ses publications sur les réseaux sociaux étaient passées du confort des mers familières à celle des Bahamas, où elle et Brian continuèrent de construire leur vie. Le 29 mars, elle a partagé une vidéo des cieux assombris et des eaux agitées des mers d'Ibaco. La légende de Lynette laissait entendre qu'après la pluie, il reviendrait s'amuser sur l'eau. Et lorsque le temps s'est calmé, c'est exactement ce que le couple a fait. Lynette a récemment publié une photo de bateau ancrée dans des eaux calmes, légendée « On ne bouge pas pour le moment ». Malheureusement, c'est son endroit préféré au monde qui allait devenir le décor inattendu de la disparition de la mère d'un enfant, survenu tout récemment, le 4 avril 2026, laissant sa famille en quête de réponse et la communauté sous le choc. C'est seulement quelques jours après cette dernière publication que Brian a signalé la disparition de sa femme aux Bahamas, à la suite d'un incident survenu en mer. C'est ce samedi soir-là que Lynette et Brian se trouvaient sur les eaux d'El Boquet. Selon Brian, ils avaient quitté leur yacht sur un canot pneumatique de 2,40 mètres. Peu après le début de leur aventure, le mauvais temps est revenu avec des vagues agitées et un vent implacable. Ce serait en ces conditions, selon le témoignage du seul témoin, qui aurait fait tomber Lynette par-dessus bord. Elle portait le cordon coupe-circuit du bateau, un cordon qui coupe le moteur si l'opérateur est éjecté. Lynette est tombée à l'eau, le moteur s'est arrêté. Il a lancé un objet flottant, mais les courants l'ont éloigné. À contre-cœur, Brian a été forcé de pagayer le canot jusqu'à la rive. Des heures plus tard, il avait rampé à travers les broussailles, atteint le chantier naval et appelé immédiatement la police. La police d'Abaco, la force de défense royale des Bahamas et les services d'incendie et de secours de Hopetown ont tous participé à la vaste opération de recherche qui a eu lieu tôt, le matin du 5 avril. Ce soir-là, après des recherches infructueuses, Brian a informé leur fille de la situation. Quelques jours plus tard, le 8, il a partagé une publication sur Facebook. C'était une photo de lui et de Lynette avec une légende mentionnant un incident de bateau, des mers imprévisibles, des vents violents et concluant que sa femme était désormais portée disparue dans les eaux des Bahamas. Ce soir-là, Brian a été placé en garde à vue pour un nouvel interrogatoire, la police royale des Bahamas affirmant que cette décision reposait sur des motifs raisonnables apparus depuis. Brian a nié toute faute et a été libéré de garde à vue 5 jours plus tard. La police a toutefois confirmé que, bien qu'il ait été libéré, Brian Hooker reste un suspect dans l'incident impliquant sa femme. Il a quitté les Bahamas pour une affaire familiale, tandis que l'enquête sur la disparition de Lynette continue. Elle a été décrite comme une navigatrice expérimentée originaire d'Olmsted, dans le Michigan. Elle est en bonne forme physique et connue pour faire beaucoup d'exercices. Elle a les cheveux courts blonds et porte souvent des lunettes de soleil originales dans ses vidéos de voile. La police publie toujours des mises à jour régulières. Les proches gardent l'espoir que Lynette sera retrouvée et la communauté continue d'exiger des réponses dans cette affaire. La fille de Lynette, Carly Aylesworth, a depuis créé une page GoFundMe intitulée « Help Find and Honor My Missing Mom » afin d'aider à la recherche de sa mère disparue et de lui rendre hommage. Vous pouvez trouver le lien ci-dessous. Les informations sur cette personne disparue peuvent être signalées à la police royale des Bahamas au 919. Carly a également proposé son adresse email carlyaylesworth@gmail.com comme point de contact pour toute information pouvant aider à retrouver sa mère. Numéro 9. On ne sait pas grand-chose sur les antécédents ou la vie personnelle de Chas Simmons.
Ce qui est cependant évident, c'est qu'il était énormément aimé par sa famille et ses amis, et que sa disparition a provoqué une onde de choc dans la communauté de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Chaz, âgé de 30 ans, réside dans la région de Pittsburgh et travaille comme cuisinier au Siena Mercado du quartier. Le restaurant est situé dans le secteur des numéros 900 de Penn Avenue. Il n'y travaillait pas depuis longtemps. En fait, il venait tout juste de commencer à y travailler avant de disparaître. C'était le 8 mars 2026, lorsque Chaz a été vu pour la dernière fois quittant son lieu de travail entre 1h30 et 3h30 du matin. Des caméras de sécurité l'ont filmé se dirigeant vers la 6th Street sur Penn Avenue. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était au 342 de 6th Street. Chaz ne s'est pas rendu au travail mais a gardé le contact avec ses proches, cessant de répondre à leurs appels et messages 2 jours après. Son absence et son silence inhabituel ont poussé la famille à signaler sa disparition. Les détails de l'enquête n'ont pas été rendus publics, mais le bureau de police de Pittsburgh a suggéré qu'il pourrait être en danger ou vulnérable. Chaz, personnalité en vue, rendait son absence d'autant plus remarquable. Pourtant, aucune observation confirmée le concernant n'a été signalée. Les proches n'ont été confrontés qu'à un silence insupportable à la place de réponse. Les informations sur sa disparition ont été publiées sur la page Facebook du bureau de police de Pittsburgh, suscitant un commentaire d'une personne disant l'avoir vu plusieurs fois dans le sud de la ville, notamment à Mackey's Rocks, une municipalité du comté d'Allegheny. C'est un des signalements présumés non confirmés. Malgré le suivi de ces déclarations, l'endroit où se trouve Chaz reste inconnu, et cela fait maintenant 5 semaines qu'il n'a plus donné de nouvelles à sa famille. L'homme disparu a été décrit comme ayant les cheveux noirs et les yeux marrons, mesurant 1,70 m et pesant environ 68 kg. On sait qu'il a un bouc et venait de se couper les cheveux avant sa disparition. Chaz a le prénom Yelinda tatoué sur le cou, et toute information concernant sa disparition peut être communiquée au bureau de police de Pittsburgh au 412 300 23 7141. Numéro 8. Comme pour la disparition de Chav Simmons, on ne sait pas grand-chose sur Vanessa Bray, née Vanessa Renée Harris. Ses amis et sa famille l'appellent Jessie, et avant sa disparition, elle résidait à Stigler dans l'Oklahoma. Elle a plusieurs tatouages, dont un C et un H derrière le cou, et des prénoms masculins sur le bas d'une de ses jambes. L'affaire de Vanessa débute au début du mois de février 2026, lorsque sa famille et ses amis cessent soudainement d'avoir de ses nouvelles. Toutes leurs tentatives de contact avec elle restaient sans réponse. Le 7 février, des proches ont trouvé un mot au domicile de la femme de 38 ans, suggérant qu'elle allait se rendre à Oklahoma City, mais sans expliquer pourquoi ni combien de temps elle serait absente. 2 jours après, son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Personne n'a vu Vanessa ni n'a eu de ses nouvelles depuis. Sa Toyota Camry argentée et noire de 2013 immatriculée RFN 246 dans l'Oklahoma avait également disparu de l'allée. Cela a été mentionné dans le rapport afin que la police et le public restent vigilants. 4 jours après cette disparition inhabituelle, le service de police d'Oklahoma City a annoncé avoir mis en fourrière une Toyota Camry de 2013 qui a été confirmée comme étant le véhicule de Vanessa. Le service a signalé que la voiture avait été mise en fourrière après un contrôle routier, mais on ignore si la femme disparue conduisait ou ce qui lui est arrivé après s'être retrouvée sans moyen de transport. Des membres du public ont exprimé des inquiétudes quant à la raison pour laquelle le véhicule a été mis en fourrière au départ, ce qui n'a pas été révélé dans le rapport. Une voiture peut être mise en fourrière si le conducteur n'a pas de permis, si le véhicule est en mauvais état, en cas de conduite dangereuse, de suspicion criminelle ou d'arrestation du conducteur. Mais la police d'Oklahoma City n'a pas confirmé si des arrestations avaient eu lieu lors du contrôle et de la mise en fourrière. Ils n'ont pas dit si la personne qu'ils avaient contrôlée était bien Vanessa Bray. Pour aggraver la situation, un mandat d'arrêt a été émis contre Vanessa pour non-comparution au tribunal, lié à des accusations de possession illégale de substances contrôlées. Le mandat a été émis le 4 mars, soit près d'1 mois après sa disparition. Aucun signalement confirmé concernant Vanessa depuis le 7 février. Sa famille souhaite la retrouver et s'assurer de sa sécurité. La femme disparue est caucasienne, avec des cheveux roux ou auburn et des yeux marrons. Elle mesure entre 1,57 m et 1,63 m et pèse entre 64 et 82 kg. Lors de sa disparition, ses cheveux étaient coupés aux épaules et teints en rouge. Les informations concernant l'affaire de Vanessa Renée Bray peuvent être transmises au bureau du shérif du comté de Pittsburgh au 9 1842 35858. Son numéro de dossier d'agence est le 260 130. Numéro 7.
Lisandro Sartiaguin possède le statut de résident permanent et est entré légalement aux États-Unis, après quoi il a trouvé un emploi comme ouvrier agricole. Quelques années auparavant, ce jeune de 28 ans a subi une grave blessure à la tête, laissant selon certains des séquelles cognitives persistantes. Malgré l'accident, il a continué à travailler pour sa famille. Ses proches l'ont décrit comme un homme de famille, avec une épouse et une fille au Mexique. C'est un travailleur acharné qui travaille dans les champs de myrtilles à Monton, dans le New Jersey, et a aussi un logement à proximité. Il travaille aussi parfois dans le Maine pendant la saison des myrtilles. Lisandro aurait des antécédents de dépression nécessitant une prise régulière de médicaments. Mais il a disparu sans ces médicaments indispensables, ce qui suscite une vive inquiétude quant à son bien-être. C'était le 27 février 2026, lorsque Lisandro a été vu pour la dernière fois quittant son domicile dans le quartier de l'avenue Laurel. Il est parti à pied vers 13h, mais n'est jamais rentré. Personne ne l'a vu ni entendu depuis. Selon sa famille, l'homme disparu restait toujours en contact avec eux et son silence était sans aucun doute inhabituel et source d'inquiétude. Ses proches soulignent qu'il pourrait nécessiter une aide médicale et aurait quitté son domicile sans effet personnel ni téléphone. Nul ne savait où il allait ni quand il reviendrait. La disparition a eu lieu en pleine répression de l'immigration, ce qui a amené ses proches à soupçonner qu'il avait peut-être été placé en détention, même s'il possède le statut de résident permanent. Simon, le frère de Lisandro, a consulté la base de données en ligne du service de contrôle de l'immigration et des douanes pour voir s'il avait été arrêté, mais ils n'ont pas vu son nom apparaître. Selon Simon, les autorités locales ont mené une vaste opération de recherche à Hammonton. Ils ont fouillé les bois et quartiers voisins, mais leurs efforts sont restés vains jusqu'ici. Chaque jour qui passe, la situation de Lisandro devient encore plus critique. Sa famille dit qu'il est difficile d'écarter les mauvaises pensées, malgré quelques lueurs d'espoir. Son cousin Tony a dit que si quelqu'un ne vient pas, on pense qu'il ne viendra peut-être jamais. Le service de police de Hammonton demande l'aide du public, encourageant les résidents à vérifier toutes les images de vidéosurveillance qu'ils pourraient avoir à partir du 27 février, dans l'espoir que l'une de ces caméras ait vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Les proches craignent qu'en l'absence de ces médicaments, Lisandro soit désorienté et ne retrouve pas son chemin. Il a été décrit comme un homme hispanique avec des cheveux noirs clairsemés et des yeux marrons. Il mesure 1,70 m et pèse environ 80 kg. Au moment de sa disparition, Lisandro portait une petite moustache et une barbe soignée qui suivait la ligne de sa mâchoire et de son menton. L'homme disparu aurait été vu pour la dernière fois avec une veste grise, un jean bleu et des bottes de travail marron. Toute information concernant sa disparition ou sa localisation peut être communiquée au service de police de Hammonton au 60 95 6 14 000 en mentionnant le numéro de dossier de l'agence 26003 484. Il est inscrit dans la base de données NAMAS sous le numéro de dossier MP 156171. Numéro 6. Jennifer Romillard vit à Auburn, Massachusetts. Âgée de 47 ans, Jennifer Romillard a autrefois travaillé pour Reliant Medical Group. Mère d'un enfant, elle est très appréciée par sa famille et la communauté. Selon les membres de sa famille, Jennifer avait l'habitude de disparaître de temps en temps, mais elle reprenait toujours contact avec eux, en particulier avec sa fille. On sait qu'elle voyage beaucoup à travers le pays, et même si les disparitions de Jennifer n'étaient pas rares, cette fois son silence, qui durait depuis plusieurs mois, était inhabituel car il s'agissait de sa plus longue absence sans nouvelles. Les circonstances particulières entourant la disparition de Jennifer ont commencé à se dévoiler en novembre 2025. C'est au cours de ce mois-là qu'elle a quitté sa maison d'Auburn pour rendre visite à des membres de sa famille qui vivent rue Lexter. C'est là qu'une dispute non précisée a éclaté dans la maison, ce qui a entraîné le départ précipité de Jennifer de la région. Elle a quitté la résidence à bord de sa Toyota Camry grise de 2012 avec la plaque d'immatriculation du Massachusetts RS11JR. Sa famille et ses amis ne l'ont plus revue depuis ce jour-là, mais elle a gardé contact avec eux un court moment après son départ. Le dernier message de Jennifer à sa famille venait d'un ordinateur portable. Le message disait qu'elle avait perdu son portable. Ses proches sont sans nouvelles d'elle depuis lors. Le 31 janvier 2026, la dernière fois que Jennifer a été vue serait documentée à Sarasota, en Floride. Elle a été vue avec la Camry. Le véhicule serait ensuite repéré par des caméras floc à la mi-février, quelque part dans le sud de la Floride, mais il n'a plus été vu depuis. Ni par des témoins, ni par des caméras. Jennifer a été officiellement signalée disparue le 3 mars de cette année auprès du service de police d'Auburn, qui enquête activement sur l'affaire.
La famille de Jennifer, dont son cousin Anthony Remillard, s'inquiète vivement pour la disparue. Il a dit qu'ils craignent qu'elle vive dans sa voiture et manque d'argent. La famille craint également que quelque chose de bien pire ne se soit produit. Anthony a indiqué que Jennifer est déjà partie en voiture dans une autre région du pays. Mais il fait remarquer qu'il pense qu'il y a quelque chose de différent et sans aucun doute d'anormal dans cette situation particulière. Tous ceux qui connaissent Jennifer s'inquiètent pour elle et sont désespérés de savoir si elle est en sécurité. On la décrit comme ayant les cheveux blonds, mesurant 1,75 m et pesant environ 59 kg. Les informations concernant la disparition de Jennifer Remillard peuvent être communiquées à la police d'Auburn au 5088 327 777. L'agence peut également être contactée via leur adresse email auburnmasspolice.org. Sinon, des informations anonymes peuvent être envoyées à l'adresse email textatip@auburnmasspolice.org. Numéro 5. Selon les membres de la famille de Partre Edmonds, résident de Dallas, au Texas, il a un long historique documenté de problèmes de santé mentale. En dehors de ce contexte bref, on ignore publiquement presque tout de lui, notamment son travail, ses relations ou ses conditions de vie. Mais ce que nous savons à propos de cet homme de 40 ans, c'est qu'il a disparu et qu'étant donné son statut de personne à haut risque, le retrouver est d'une urgence absolue. L'affaire de Partre a commencé chez lui à Dallas, le 21 février 2026. On ne sait pas qui était présent à ce moment-là, ni qui a été témoin de la disparition soudaine, mais quelqu'un a vu l'homme quitter brusquement son domicile. La façon dont il est parti ne montrait aucun signe de préméditation, ni aucune indication sur l'endroit où il allait. Mais une chose est certaine, il n'est pas revenu. L'homme disparu serait parti soudainement à pied dans une direction inconnue, abandonnant ses affaires et son véhicule. La situation s'est compliquée car Partre n'avait pas de téléphone portable, rendant impossible le suivi de l'appareil et empêchant les autorités de retracer ses déplacements. Depuis le matin du 21 février, il n'a pris contact ni avec sa famille, ni avec ses amis, ni avec ses connaissances. Les forces de l'ordre n'ont toujours aucun indice sur l'endroit où il aurait pu se rendre. Le département de police de Dallas a depuis classé l'affaire à haut risque et considéré Partre comme une personne vulnérable. Les enquêteurs pensent que l'homme disparu se déplace à pied en utilisant le réseau de transport en commun de Dallas, appelé DARTA. Ils estiment qu'il pourrait chercher à rejoindre des zones très fréquentées. La famille de Partré craint qu'il ne traverse un épisode de désorientation qui le rendrait incapable ou réticent à s'identifier auprès des gens, y compris les autorités. Les enquêteurs ont depuis examiné les images des caméras de surveillance de plusieurs commerces de la zone où il a disparu, espérant déterminer un itinéraire précis. Jusqu'à présent, ces efforts se sont révélés infructueux. Le service compte désormais fortement sur la vigilance du public. La mère de Partre, Diane Edmonds, et d'autres proches ont mobilisé la communauté, usant de tous les moyens pour sensibiliser le public à propos de son fils, en ligne comme sur le terrain, afin que son nom continue de circuler publiquement. Les proches gardent espoir de retrouver Partre, tandis que d'importantes recherches se poursuivent. Il a depuis été ajouté à la base de données Lamos, sous le numéro de dossier MP156071. Partre Edmonds a été décrit comme un homme afro-américain avec des cheveux noirs et des yeux marrons. Il mesure 1,65 m et pèse environ 68 kg. On ne sait pas ce qu'il portait au moment de sa disparition, mais toute information concernant cette personne disparue peut être transmise au département de police de Dallas, au 2 1467 14268 avec le numéro 0 275 3 220 27. Numéro 4. Christine Wiltz, âgée de 34 ans et résidente de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et fait l'objet d'une enquête policière en cours à la suite de circonstances étranges qui ont conduit à ce qu'elle soit déclarée disparue. Peu d'informations sur sa vie ont été publiées, mais sa famille dit que son silence inhabituel est source d'inquiétude. Ils craignent pour sa sécurité et pensent donc qu'elle pourrait être en danger. Le 23 mars 2026, Christine conduisait son SUV Lincoln MKX 2009 dans le secteur du numéro 3000 de l'avenue Oliver White, près de la rue Abondance, à la Nouvelle-Orléans. Le véhicule endommagé à l'arrière côté passager a été vu dans la zone entre 3h et 4h du matin. Ce matin-là, où Christine s'était arrêtée pour prendre une personne alors inconnue, qui a depuis été identifiée comme MacArthur Mackie. C'est juste après qu'elle ait pris Mackie à bord que Christine et son SUV ont disparu, ce qui a amené sa famille à signaler sa disparition et déclencher une enquête d'envergure.
Les enquêteurs estiment que la femme disparue pourrait courir un risque élevé d'exploitation ou de graves atteintes physiques. La déclaration a suivi une enquête révélant l'identité du passager pris en charge par Christine ce jour-là. Selon les rapports, Maki, âgée de 42 ans, a un long passé de violence documenté et a été désignée comme une personne d'intérêt dans la disparition. Les autorités ont découvert qu'elle avait aussi été signalée disparue au moment où Christine a disparu. Quelques jours plus tard, le bureau du shérif du comté de Lawrence a révélé que Maki était en détention depuis le 3 avril 2026. Il serait détenu dans le cadre d'une mesure liée à sa probation pour une accusation antérieure. La police de la Nouvelle-Orléans a indiqué que cette personne a été la dernière à voir Christine quand elle est venue la chercher le 23 mars. On ignore s'il a été interrogé ou visé par une enquête depuis sa garde à vue dans l'affaire. Christine reste introuvable et les enquêteurs essaient toujours de déterminer quel rôle il a pu jouer dans son affaire. Le 31 mars, la division spéciale chargée des victimes a été réaffectée à l'affaire pour enquêter sur le cas de disparition inquiétante de Christine Wiltz. Elle a été décrite comme une femme afro-américaine mesurant 1,70 m et pesant environ 73 kg. Elle aurait été vue pour la dernière fois avec un t-shirt rouge, un jean bleu et des chaussons avec des chaussettes. Les informations concernant sa disparition peuvent être communiquées aux détectives des victimes spéciales au numéro 504 658 5267 ou 500 4658 5523. Numéro 3. Frankie O'Connor est un homme de 26 ans originaire de Chelmsford, dans l'Essex, en Angleterre. Peu d'informations ont été données sur son parcours et sa vie privée. Il a été décrit comme un homme de type caucasien, mesurant 1,70 m et ayant une silhouette mince. Il a les yeux bleus et les cheveux bruns, et Frankie aurait le mot « Nan » tatoué sur le poignet gauche. C'est un membre très apprécié de la communauté, et son absence inquiète non seulement sa famille, mais aussi le public. Selon les rapports publiés sur les réseaux sociaux par la police de l'Essex et ses proches, Frankie n'a pas été vu ni entendu depuis le 3 avril 2026. Il n'est pas rentré chez lui et n'a eu aucun contact avec sa famille ou ses amis, ce qui a provoqué une panique générale et un effort de recherche intensif. Malgré tous les efforts, aucun indice n'a émergé concernant cette disparition étrange, ni les circonstances qui l'entourent. On ne sait pas pourquoi Frankie a disparu, ni où il a été vu pour la dernière fois. Les autorités pensent qu'il pourrait porter ou avoir un manteau noir. Sa famille dit qu'il a des liens à Brighton et pourrait utiliser le train pour s'y rendre ou aller ailleurs. Les conditions exactes entourant l'événement restent inconnues. Il n'a pas été précisé si sa famille pense que cette disparition lui ressemble ou non, ou si partir simplement était quelque chose que Frankie avait l'habitude de faire. Qu'il ait été connu pour faire cela ou non, son absence a suscité une vive inquiétude, ce qui suggère que quelque chose dans cette situation pourrait être inhabituel pour lui. Les autorités ont demandé à la communauté de prévenir la police sans attendre si elle aperçoit Frankie ou connaît sa localisation. Il n'a pas été classé comme personne en danger, mais le retrouver reste d'une importance capitale malgré tout. La famille et la police de l'Essex exhortent le public à contacter le 999 et à mentionner le numéro de dossier 1260 du 3 avril s'ils ont la moindre information concernant la localisation de Frankie, ou tout indice pouvant aider à le retrouver. Numéro 2. Gabrielle Rochelle Davis, née le 2 novembre 1999, est résidente de North Little Rock, Arkansas, et un membre apprécié de sa communauté. Selon sa mère, Gabrielle a un piercing au nez et aux oreilles. Elle a un petit tatouage de cœur rouge sur la joue gauche, le mot « ASEAN » à l'intérieur du poignet droit, le nom Taylor derrière l'oreille gauche et une grande rose sur le bras gauche. Selon Busted Newspaper, Gabrielle a été arrêtée le 9 janvier 2026 pour des accusations liées à la violation d'une ordonnance de protection et a été placée à la prison du comté de Pulaski avant d'être libérée par la suite. Après sa brève incarcération, Gabrielle est devenue le sujet d'une affaire de disparition toujours en cours qui a commencé dans la nuit du 18 février 2026. Ce jour-là, la jeune femme de 26 ans a été vue pour la dernière fois à North Little Rock, montant dans une voiture avec un inconnu qui l'a conduite à une station-service sur l'avenue Pike, près de la 16e rue. Elle est sortie de la voiture à l'angle de la 17e rue et de l'avenue Pike, puis a marché jusqu'à la 19e rue où elle aurait parlé à une personne inconnue. Selon les témoins, il était 22 h quand elle s'est approchée de le véhicule Expédition blanc ou gris. On ignore les mots échangés, mais la discussion a pris fin quand Gabrielle est montée dans la voiture, apparemment pour partir ailleurs.
Suite à cette rencontre, cependant, la jeune femme n'a plus été vue ni entendue depuis, suscitant l'inquiétude de ses proches et de la communauté. Après avoir signalé la disparition de sa fille à la police de North Little Rock le 20 février, la mère de Gabrielle s'est tournée vers les réseaux sociaux. Elle a expliqué que, malgré son insistance sur l'urgence de la situation, le service n'avait diffusé aucune alerte et a écrit dans une publication qu'elle n'attendrait pas que les autorités relaient l'information concernant la disparition de sa fille et qu'elle s'en chargerait elle-même. Dans sa publication, la mère a donné tous les détails possibles sur Gabrielle, qu'elle appelle Gabi. La femme disparue a été décrite comme métisse, avec des cheveux bruns et des yeux marrons. Elle mesure 1,57 m et pèse environ 54 kg. Elle a plusieurs tatouages, le plus visible étant le petit contour d'un cœur rouge sous son œil gauche, sur sa joue gauche. Vue pour la dernière fois avec un crop top noir, un pantalon de survêtement noir et des claquettes sans chaussettes. Les circonstances entourant sa disparition sont sans aucun doute inhabituelles et contraires à ses habitudes, selon sa mère. Aucune observation signalée du véhicule associé à sa disparition n'a été rendue publique et le conducteur n'a pas été identifié non plus. Aucun signalement confirmé la concernant depuis sa disparition et sa situation devient chaque jour plus urgente. La police de North Little Rock invite toute personne ayant des informations sur cette disparition à les contacter. 1-758-1234. Avec le numéro de dossier de l'agence 026-169-09. Le numéro de dossier de Gabrielle Namas est MP100 56387. Numéro 1, Jérémy Wisinand est un résident de Tehachapi, en Californie, qui travaille au parc national du Grand Canyon. Cet homme de 41 ans a 3 enfants, dont un va à l'école en Arizona. Selon sa famille, en particulier sa sœur Amanda, la routine de Jérémy consistait à quitter sa maison de Tehachapi, déposer sa fille à Yuma, en Arizona, puis se rendre au Grand Canyon pour travailler. Mais le 10 février 2026, le programme ne s'est pas déroulé comme prévu. Jérémy commençait son trajet vers son lieu de travail 2 jours avant la date prévue de début, ce qui n'était pas inhabituel. Le Grand Canyon était loin et il aurait besoin de temps pour s'installer. Mais le 12 février est passé et l'employeur de Jérémy n'avait aucune nouvelle de lui. Préoccupé pour son bien-être, il a demandé une vérification à son domicile, alertant ainsi sa famille qu'il était porté disparu. Il était courant de ne pas avoir de ses nouvelles de temps en temps à cause de son rythme de 7 jours de travail, puis 7 jours de repos. Mais il restait en contact avec ses 3 enfants qui n'avaient plus de nouvelles depuis le 10. Cet aspect était particulièrement inhabituel et a poussé sa famille à commencer à retracer ses pas dans l'espoir de relier les indices. Le jour où il a quitté Tehachapi, Jérémy a conduit jusqu'à Yuma à déposer sa fille, puis s'est rendu à Blythe, en Californie, où il devait acheter un camion à un ami. Selon son ami, il a quitté Blythe vers 22h30 et a commencé son voyage vers le Grand Canyon, mais il n'y arrivera jamais. Jérémy n'a plus été vu ni entendu depuis. Ses proches trouvent inhabituel qu'il ne donne pas de nouvelles, les faisant penser que sa disparition n'était pas volontaire. Selon Amanda, son frère aurait pris la route 96 jusqu'à Needles, puis à l'I-40, à Kingman ou Parker jusqu'à Havasu, et de là il se serait rendu à Williams, en Arizona. Le 16 février, la famille signale la disparition de Jérémy au poste de police local, qui commence immédiatement une enquête. Ils ont découvert que son téléphone portable avait été éteint, empêchant ainsi les autorités d'utiliser des méthodes de localisation pour le retrouver. Le 19 février, 3 jours après que la famille a été informée de sa disparition, des policiers sont tombés sur une Ford F2 150 blanche de 2008. Retrouvée à Parker, en Arizona, elle avait été remorquée 5 jours plus tôt depuis la région de Poston. Apparemment, elle a déjà été découverte abandonnée près d'Agnes Road, dans la zone du pont Agnes Wilson Road, près du fleuve Colorado, entre Parker et Blythe. Il a été confirmé que le F2 150 appartenait à Jérémy, mais il restait toujours introuvable. Cette découverte a conduit à fouiller le secteur d'Agnes Road, sans trouver d'indices sur la localisation de l'homme disparu. La police et la famille ont sollicité le public, leur demandant de signaler toute chose inhabituelle dans la région et de vérifier les enregistrements de leurs caméras de sécurité à domicile ou sur leur lieu de travail, dans l'espoir de découvrir une piste potentielle. Jérémy Wisinand a été décrit comme un homme caucasien aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Il mesure 1,78 m et pèserait environ 79 kg. Il a plusieurs tatouages, dont une guitare tatouée sur l'avant-bras gauche et le chiffre 88 sur l'épaule gauche. Il aurait été vu pour la dernière fois avec un t-shirt, un jean et des bottes de travail ou des baskets d'essai noires. En quittant Yuma, il portait un sweat à capuche avec l'inscription « Tu es assez bien comme tu es » imprimé sur le devant.
Aucun signalement confirmé de Jérémy depuis sa disparition, et sa famille cherche désespérément des réponses. Il travaille toujours avec les autorités, espérant que quelqu'un détient une information. Merci de transmettre toute information sur la disparition ou la localisation de Jérémy au bureau du shérif du comté de Riverside. 100-950-2444. Sinon, les personnes disposant d'informations peuvent les transmettre via la Missing in America tip line au 844 MIA Lost. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.